Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous accueillir pour ce nouveau Buzz TV avec notre invité du jour. Vous allez le découvrir, peut-être pour la première fois, il est l'un des nouveaux visages de la météo de France Télévisions. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, il officiait sur le canal 27. C'est celui de France Info, évidemment, à 38 ans. Il ne les fait d'ailleurs pas, hein. Et c'est dit sans le flatter, vous allez vous en rendre compte. Il vient de décrocher un nouveau poste dans une émission qui est à la fois le passé, le présent et l'avenir de la télévision. L'occasion également de faire plus ample connaissance avec lui. Bonjour Sébastien Thomas. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Merci. On est ravis de vous avoir. Depuis le 5 avril, vous présentez le journal Météo Climat sur France 3, un nouveau programme du service public. Pour ceux qui ne sont pas encore tombés dessus, après tout, il y a eu le week-end de Pâques, hein, on va dire. On vous laisse un petit peu de temps pour le découvrir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est? On voit ici la bande-annonce et les images. Une pastille de 4-5 minutes, plus long qu'un bulletin météo. Hein. Bah, typiquement, les images que vous montrez, je suis avec des pistaches. Oui, absolument. On commence. Elles existent dans cette taille ou pas, Sébastien? Alors, c'est une belle photo qu'on a choisie. Et pourquoi on prend des pistaches? C'est tout bête. Tout le monde connaît la météo, tout le monde a entendu parler du réchauffement climatique, notamment depuis l'été dernier, depuis l'été 2022. L'idée, c'est de se dire, finalement, on va corréler la météo, il fait beau, il pleut, il fait telle température, avec le climat. Pour faire simple, l'image qu'on utilise beaucoup, c'est la météo, c'est la photo. Et ben nous, on la remet dans la perspective du film, le climat. Donc la météo dans le contexte du réchauffement climatique. Les pistaches, typiquement, c'est... Il y a un siècle, on cultivait des pistaches en France. On a arrêté. On est en train de recommencer. Les premières pistaches made in Provence, c'est l'année prochaine. Et pourquoi? Parce qu'il faut une certaine température, c'est ça? Parce que le pistachier, il n'a pas besoin de beaucoup d'eau, qui résiste aux coups de vent, que c'est un arbre qui s'adapte très bien au réchauffement climatique, dans un contexte de sécheresse et tout ça. Donc c'est en fait essayer d'être hyper concret avec les gens et de leur dire, attendez, c'est pas non plus que l'apocalypse. On a des solutions, on va évaluer ensemble et on va voir comment on peut s'adapter ensemble. J'ai été trop long. Hein, non, voilà, c'est une super bonne idée. Et ça veut dire qu'on va revenir aux pistaches. Et c'est très bien. On va parler des pistaches, des cacahuètes et de tout le reste. Vous allez voir, évidemment, on va poursuivre cette conversation avec Sébastien Thomas dans un instant. Ce sera après les news médias de Sarah Lecoeuvre. Sarah? Ça va, en pleine forme. On démarre tout de suite ces news médias avec l'Arcom qui a pris sa petite règle de professeur pour taper sur les doigts de France 2. Et oui, tout à fait, Nicolas. Vous l'avez peut-être pas remarqué, c'était hier soir sur France 2, le Big Show présenté par Jarry, a changé de nom. Alors, désormais, l'émission, c'est une subtilité, s'appelle Le Big Show, l'émission où tout est possible. Alors, on a juste rajouté l'émission où tout devient possible parce que il y avait trop d'anglais. Enfin, c'est ce qu'a estimé. C'est ce qu'a estimé l'Arcom, l'ancien CSA, le 7 février dernier. Dans une note, l'organisme a demandé à la 2 de fermement veiller à ne pas recourir à des termes étrangers dans les titres de ses émissions à l'avenir. Ça avait déjà été demandé à TF1 il y a plusieurs années pour The Voice. On avait rajouté The Voice, la plus belle voix. Que tout le monde appelle The Voice. Donc la preuve que ça ne marche absolument pas. Effectivement. Sébastien, quand vous n'êtes pas sur l'info, la météo, que vous bossez, quel genre de téléspectateur vous êtes? Qu'est-ce que vous regardez à la télé? Chef. Top Chef. À fond. D'accord. Cette saison, vous êtes pour qui? Vous suivez ou pas? Alors, attention, Sarah, très grande spécialiste de Top Chef. Non, mais j'aime beaucoup Jean. Jean, qu'on a reçu sur ce plateau d'ailleurs, Jean Covillo. Dany aussi, vous êtes un peu comme tout le monde ébloui par... J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire monter la sauce et qu'il va aller très loin. Oui, c'est possible. Mais je sais pas, vous faites comme moi, vous essayez... moi, j'essaie de refaire la même chose à la maison. Alors sans leurs compétences, mais j'arrive même pas à... Enfin, c'est passionnant. Enfin voilà, j'adore Top Chef. Et d'autres choses ou pas que vous regardez sur d'autres chaînes? Alors oui. C'est bien, moi, c'est pas une émission de chez vous. Non, mais je regarde... parce que je regarde beaucoup le service public aussi, notamment le dimanche soir sur France 5. J'aime beaucoup... les émissions, les magazines de conso, notamment. Non, Thomas Negaroff. Thomas c'est ce soir, c'est politique. Et en fait, parce que... C'est pas d'ailleurs sans lien avec ce que je fais maintenant. Je trouve que sur le service public, notamment, pas que, mais on a ce côté un peu
nuance. Parfois, prendre le temps d'expliquer, ça passe forcément par du temps plus long. Puis le dimanche soir, comme ça, on est bien, on est à la maison. Et vous commentez pas mal sur les réseaux, sur Twitter. Vous aimez bien commenter la télé? Je suis la génération Twitter, j'ai ouvert mon compte en 2009. Donc, si vous vous en souvenez, j'ai effacé plein de trucs. Parce qu'au début, au début, ce qu'on disait... Vous avez des casseroles? Non, pas des casseroles, mais au début, on se vous dites n'importe quoi, un peu parfois. Et donc voilà, mais il faut aussi se laisser comme ça la possibilité de ne pas être toujours... dans l'eau tiède, enfin, tu vois. Elle glisse, absolument. Ça sert à ça aussi, les réseaux sociaux. Exactement. On continue ces news médias, Sarah, avec un candidat de Marié au premier regard. C'est l'émission vedette de tous les lundis sur M6 qui a été agressé juste avant son mariage. Oui, juste avant le tournage. Il s'apprêtait à partir pour Gibraltar et rencontrer, épouser même, Pedro dans le cadre... C'est l'endroit où il se marie, où tous les couples se marient. Voilà, de l'émission. C'était dans le cadre du programme de M6. Eh bien, Jefferson a été hospitalisé à la suite d'une agression survenue du côté de Metz. Il y en avait 2 qui me frappaient et un qui sifflait en tournant autour de moi pour ne pas qu'on entende mes cris. Voilà ce qu'il a décrit à nos confrères de Téléstar, soulignant que l'intervention des forces de police avait été brève. Heureusement, tout s'est bien terminé pour lui. Il a pu participer à Marié au premier regard pour découvrir son mari. Il forme d'ailleurs le premier couple homosexuel de l'histoire de l'émission. Ce genre d'émission dans lequel effectivement, on installe un peu sa vie intime, comme dans L'amour est dans le pré, de M6, on appelle un peu les émissions de dating pour les mettre dans un créneau. Ça vous regardez, ça vous intéresse, ça vous amuse, ou est-ce que vous préférez garder un peu la sphère intime? Oui, ça j'accroche pas, mais c'est aussi par manque de temps. Il paraît que c'est un programme très addictif, donc d'une certaine manière, je ne regrette pas de ne pas avoir regardé. Sarah Lecoeuvre pourra vous en dire un mot, effectivement. Mais oui, on tombe dedans, c'est l'enfer. C'est plus une question de temps qu'autre chose. Vous auriez pu participer à l'émission en tant que candidat. Et alors, je crois que parce que vous êtes assez présent sur Instagram aussi, vous affichez vos enfants, vous êtes papa. Ah non, je les affiche pas. Enfin, vous les affichez pas, donc vous cachez leur visage, mais en tout cas, on sait que vous êtes un papa de 3 filles, c'est ça? De quel âge ça Elles ont, alors je réfléchis parce que ça augmente tout le temps ces trucs-là, 11, 9 et 7. 11, 9 et 7. À l'heure où nous mettons sous presse, oui. Et à l'heure aujourd'hui, vous parlez du climat évidemment dans votre émission. Est-ce que vous avez peur du monde que nous en laissons? Est-ce que c'est effrayant pour un papa comme vous? Je vais vous raconter un truc, ma lettre de motivation que j'ai envoyée quand j'ai postulé. Je crois que mon head chef est là, il pourrait confirmer, mais je crois que la première phrase c'est à bientôt 40 ans, je me demande si j'ai eu raison de faire des enfants. C'est un peu pour poser un peu la gravité du truc. Est-ce que j'aurais fait des enfants 10 ans plus tard? Je les ai eus à 25 ans. Est-ce que je les aurais faits? D'une certaine manière, si on voit le verre vraiment à moitié vide, je me dis, mais c'est pas possible, on est dans un climat qui se réchauffe tellement, on est sur cette nostalgie du pays sans l'exil, la fameuse solastalgie. Mais en même temps, j'ai choisi aussi de prendre le verre à moitié plein et de se dire, la génération qu'on forme, ça va être aussi celle qui va changer le monde, et puis il n'y a pas de fatalité, quoi. Et vous le dites à vos filles déjà, Sébastien, ou elles sont encore trop petites, vous commencez déjà à leur en parler, à les sensibiliser au climat, un petit peu? Je les saoule. Vous les saoulez, d'accord, carrément. Le côté, vous savez, le daron de base, c'est pas Versailles ici. Bien sûr. Ou arrête de vider la nappe phréatique, ça c'est moi. D'accord. Donc les clichés. On termine, Sarah, avec le chiffre du jour, c'est le 13. Chiffre porte-malheur, non? Oui, porte-malheur. Et alors, c'est le nombre de femmes qui accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles auprès de Mediapart. Le site d'investigation publie aujourd'hui une longue enquête concernant des faits qui se seraient produits entre 2004 et 2022 lors des tournages de 11 films et de séries. Et à noter que parmi ces témoignages, 3 femmes ont déjà parlé à la justice, mais aucune n'a porté plainte. Et Gérard Depardieu a réagi par la voix de ses avocats et il dément formellement ces accusations. Il faut rappeler que l'acteur est toujours mis en examen pour viol, pour des faits qui auraient été commis, en 2018 sur l'actrice Charlotte Arnoult. Je ne vais pas commenter l'affaire Depardieu, évidemment, mais ce mouvement de libération de la parole de la femme depuis plusieurs années qu'on a observé avec MeToo, est-ce que pour vous c'est évidemment une cause ultra importante? Il faut faire attention à certaines dérives ou pas. Quel est votre regard là-dessus? Je ne me permettrai pas du tout d'être porte-parole de quoi que ce soit comme cause. En tant que citoyen, en tant que père de fille, évidemment que faut faire hyper attention à la manière dont on éduque les filles, mais aussi les garçons. Bien sûr. Et puis nous aussi, la manière dont on se comporte, ça a vraiment changé les choses dans la vie de tous les jours, dans les rapports au travail. On l'a vu autour de nous. Assez rapidement en plus. Oui, et vous finalement... faites plus attention aussi avec les autres femmes. Je vous donne encore un exemple, et je le faisais avant, mais je me suis aperçu, j'ai jamais fait la bise
notamment aux femmes. Parce Ouais. que Avant vos collègues de travail, par exemple. Oui, vous voyez on au se, boulot. on se salue tout ça, mais on est plusieurs dans ce cas-là à pas faire la bise. Parce que finalement, on impose un contact physique rapproché, puis on ne sait pas si l'autre elle a forcément envie. Ouais, puis une fille, elle ne peut pas trop dire bah non, enfin voilà. Ouais. Donc c'est ce genre de truc. Et puis j'ai remarqué que ça se généralise. Franchement, ça laisse pas le monde en moins bon état, quoi. Vous avez été victime, vous avez vu de vos yeux, dans votre métier, ce genre d'agression, de harcèlement, qu'il soit moral, Non, sexuel. Et en fait, je me suis posé la question a posteriori, de savoir, tiens, est-ce que j'ai fait des bêtises moi? Est-ce que j'ai vu des choses que j'aurais pas dénoncées? Non. J'ai eu la chance d'être toujours dans des environnements de travail plutôt sains de ce côté-là. Plutôt sain. Ouais. Ouais. Oui, il y avait pas de- Vraiment. Mais voilà, donc je sais que ça existe. Oui, bien sûr. Et je ne suis pas du tout un bisounours, parce que vraiment, en analysant froidement le truc, non, jamais. Sarah? Les news médias, c'est terminé Fini pour aujourd'hui. Oh, Mais je reste avec là. vous. Vous serez là demain, évidemment, avec d'autres news médias. Vous restez Voilà. avec nous tout de suite pour la grande interview du Buzz TV avec Sébastien Thomas. Sébastien, vous présentez le journal Météo Climat sur France 3. On en a parlé en introduction avec vos pistaches. Vous avez mis à la fois l'eau à la bouche et évidemment suscité un petit peu l'attention. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, et notamment pour les téléspectateurs, en quoi, à partir de maintenant, avec ce journal Météo Climat, le bulletin classique va être un peu, on va dire, relégué aux oubliettes, mais va être grandement amélioré et grandement changé. Je comprends que vous puissiez le présenter comme ça, mais c'est pas du tout l'idée. C'est-à-dire que la météo, elle existe, et en fait, le bulletin, il a juste été allongé. Plus 1 minute sur la 2, plus 2 minutes sur la 3. 2 minutes sur la 3, oui. On arrive en gros à 5 minutes sur la 3, à 4 minutes sur la 2. Donc, on garde la météo, mais on l'enrobe. Une petite info climat avant, et puis on prolonge. Donc, ce qui va changer, c'est quand vous allumez la télé, vous allez toujours savoir le temps qu'il va faire, demain, les jours d'après, les tendances pour les jours. Mais en plus, on va vous expliquer que, tiens, par exemple, il n'y a pas beaucoup de pluie sur le bassin méditerranéen. Et ça a des conséquences. On a reparlé de l'arboriculture, mais on peut parler de la vigne. Voilà. On se sert en fait de la météo, photo, pour dire, mais la photo, ça fait, quand on les ajoute une à une, ça fait un film. Et on essaie de vous raconter un bout du film. Et est-ce qu'à titre personnel, vous allez être amené à présenter des bulletins météo normaux? C'est le cas. C'est le cas déjà. Comme Myriam Sora, Julia Martin. Parce que je suis vraiment l'équivalent de Myriam, de Anaïs. Baïs-Demir aussi, voilà. je l'ai pas cité. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai enregistré ce matin le bulletin qui est diffusé à 11h30 sur la 3. Voilà. Et puis cet après-midi, on était en train de travailler sur celui qui va être diffusé ce soir. Voilà. Vous êtes au service météo de France Télévisions. Mais maintenant, il s'appelle vraiment le service météo climat. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez suivi une formation avant de rejoindre ce service? Oui. Alors déjà, formation généraliste depuis à peu près 15 ans. Parce que je suis journaliste en news, en chaîne info. Et c'est un sujet qui nous intéresse et qu'on traite tout le temps. Même quand vous étiez journaliste à France Info, vous aviez déjà ce goût, cette appétence pour la météo, pour le climat oui, notamment. Et d'ailleurs j'ai regardé après, parce que Instagram, il vous propose de faire un retour en arrière. De temps en temps, J'arrêtais pas de faire des stories sur la météo en fait. C'était écrit alors. Il y avait un truc. Mais quand on fait les intempéries au Bangladesh, quand il se passe ce qui les s'est canicules passé, de l'été dernier, où on a passé les 45 degrés, que ce soit en Inde ou au Canada, quand on parle de dôme de chaleur, quand on... Pendant la pandémie, on arrivait avec un nouveau vocabulaire. Ce nouveau vocabulaire, il imprègne également l'actu pour ce qui est du réchauffement climatique. Et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment dans nos JT depuis que moi je les présente, depuis 15 ans. Donc à ça, c'est ajouter une formation vraiment scientifique, avec des prévisionnistes dont c'est le métier, pour essayer vraiment... Moi, je ne serai jamais un scientifique de formation parce que c'est des années d'études. Il faut rester à sa place. En revanche, mon ambition, c'est d'être un médiateur. Faire comprendre des phénomènes météo à un téléspectateur. Et donc, il faut un peu savoir de quoi on parle. Le vulgariser aussi au maximum, bien sûr, pour le public. Alors, un autre qui vulgarisait plus que ça, c'était Marc Hay, le présentateur météo de BFM, qui l'année dernière avait dit « La France va cramer ». C'était son cri d'alerte, presque un cri du cœur. Est-ce que, à France TV, vous pouvez vous permettre ce genre de coup de gueule, d'avoir cette âme un peu militante, même pour le climat, ou on ne vous le conseille pas? Alors, militant, ça voudrait dire que soit on est pour, soit on est contre.
Je pense qu'en restant factuel, déjà, parce que le risque, c'est quoi? C'est que les gens se disent, OK, j'éteins ma télé, enfin, on va tous cramer, on va tous mourir, j'éteins ma télé. Ce qu'a fait Marc, je crois qu'il le disait lui-même, c'était à un moment, il ne savait plus comment faire passer le message. Oui. Et puis, en chaîne info, il est à l'antenne tout le temps. Donc là, ce ne sera pas tout à fait la même proposition, parce que nous, vous avez un peu plus de recul, vous avez un but. Oui, mais en tout cas, on est à des rendez-vous précis. L'idée, c'est, on reste factuel, on a des chiffres, on est en collaboration avec des scientifiques du GIEC. Le moindre truc qu'on dit, c'est sourcé. Il y aura toujours la source affichée, on reste journaliste. Et on se dit que rien qu'en étant factuel, en exposant les faits de manière la plus neutre, les gens d'eux-mêmes vont s'emparer de la donnée. C'est pas à nous de leur dire il faut que vous fassiez ça, c'est à nous de leur dire voici la situation telle que nous, comme journalistes, on la constate, et voici ce qui existe comme possibilité d'adaptation. Voilà ce que ça peut faire. Alors pour repréciser un peu ma question, Sébastien là-dessus, c'est Alexandre Cara, votre patron de l'info, qui a dit on peut plus dire il fait beau, il pleut, il fait mauvais, et surtout pas dire extraordinaire. Regardez, il fait 30 degrés en février à Biarritz. C'est vrai. Et que c'est pas une bonne nouvelle. Faut tout ça, c'est vraiment un vocabulaire changé. 30 degrés à Biarritz en février, c'est pas normal. Et il faut que les gens le comprennent. Il m'est arrivé de tourner des sujets, moi, quand j'étais journaliste en région, effectivement, où on allait faire des commentaires ou des images en disant c'est magnifique. Les gens se baignent à Nice ou à Cannes. Mais de même, en fait, les gens, quand vous les interviewez aujourd'hui, ils disent plus la même chose qu'il y a 10 ans. Ouais. De même, ils disent je suis en train de manger une glace, on est en plein mois de novembre, c'est pas normal. Ça m'inquiète. On a même plus, en fait, à... De même, les gens, ils ont compris ce qui est en train de se passer. Donc, après, typiquement, on parle d'amélioration pluvieuse maintenant. C'est presque triste, hein. Mais d'une certaine manière, les mots aussi ont un sens et sont le reflet d'une époque et d'une tendance que personne ne peut nier. Le climat se réchauffe. Et alors, qui dit météo, dit géographie. Je crois que vous avez révisé votre géographie avant de prendre la tête de cette émission. Et vous avez un moyen très particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Parce que c'est assez drôle. Vous voyez, la carte des températures, c'est des points. Il n'y a pas le nom des villes. Et oui, c'est ça, le grand danger. En fait, moi, je suis à peu près bon sur les numéros des départements et sur la plupart des villes. Mais sur cette carte-là, il y a Montélimar, il y a Agen et il y a Alençon. Oula, Et ce n'est pas forcément des villes qu'on place tout de suite. Donc je me suis affiché la carte dans les toilettes avec toutes les villes pour vraiment vérifier. Donc vous révisez aux toilettes. Et je fais réviser les filles comme ça aussi. Et vos filles. Toute la famille donc révise. Le point tout en haut, c'est Brest, Biarritz en bas à gauche, et voilà, c'est ça. Et Nice en bas à droite. On le sait, c'est bien. Et ça rentre? Ça va, ça marche? Oui, c'est bon. Interrogez-moi sur Montélimar, il n'y a aucun souci. Les feux de forêt, canicules, fonte des glaces, évidemment, tout ça, on en a parlé. Vous, à titre personnel, je ne parle pas forcément du présentateur de la météo, est-ce que vous êtes inquiet? Quelles mesures vous prenez? Quel message vous essayez de faire passer? Comment vous organisez votre vie personnellement par rapport à ça? Ma vie perso, j'essaye de faire ce que je peux, alors sans vraiment être donneur de leçons, parce que je trouve que, c'est pas ma place, c'est mon rôle. Mais en gros, sur quoi je peux agir? J'essaye de m'habiller avec des habits made in France, donc c'est possible. J'en ai moins, voilà. Je viens en vélo, ça permet de faire du sport. Voilà, on a les gourdes. Je suis fan d'avion. J'ai même été steward quand j'étais plus jeune. On va en parler de votre ancienne vie. On a quelques dossiers pour vous. Je pilotais les avions. Vous pilotiez? Oui, je prenais des cours. J'étais en train de le passer, j'ai été lâché, j'ai volé tout seul, mais à un moment j'ai arrêté parce que je ne revolerai que quand l'aviation électrique aura vraiment passer le pas. Parce que typiquement, je ne me vois pas aller dans le poste et en même temps être en train de brûler des litres. Alors, ce n'est pas du kérosène, c'est de l'essence. Alors, vous ne partez pas en vacances en Thaïlande, au Mexique? Alors là, j'ai un problème. Alors dites-nous. C'est un problème, mais en même temps, ce n'est pas un problème. Ma belle famille, elle est en Polynésie et ma maman habite à La Réunion. Alors là, donc comment faites-vous? L'outre-mer, c'est la France, donc on y va. Vous prenez l'avion. Mais effectivement, ça permet aussi, pourquoi je dis que c'est aussi, ça permet aussi de se dire que, la France, c'est pas que la France métropolitaine, et que 2, cette question de réchauffement, il y a une sécheresse à La Réunion et un niveau des mers qui va augmenter en Polynésie, ça permet aussi de s'en rendre compte. Voilà. Alors, votre visage, on l'a dit, est encore assez peu connu, même si les gens vont maintenant vous découvrir sur France 3. Quel est un petit peu votre parcours? Je trouve que vous avez fait plein de jobs. Vous avez parlé d'avion, de steward, de pizzaiolo, je crois aussi. Il y a plein de trucs. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. En fait, c'est très simple. Je pense que les gens qui nous regardent font le même constat. Quand on est ado, on n'a pas envie d'être avec ses parents. Moi, mes parents, ils étaient profs. Donc, quand on se tape 2 mois, pardon pour le langage, avec ses parents, on se dit, soit je vais en colo. Ils ont les mêmes vacances que vous. C'est dommage. On n'allait pas en colo, soit on
vrai qu'on n'y pense pas assez aux enfants de profs. Donc j'ai commencé à bosser à 15 ans, ça m'allait bien. Et du coup, j'ai commencé d'abord en restauration, comme à faire la plonge. Et puis après, petit à petit, j'ai évolué. Et ma canicule de 2003, donc oui, je l'ai passée à 18 ans, devant des fours à 200 degrés, tout l'été. Ouais. Ah ouais. Dans Paris? Non, c'était sur l'île de Noirmoutier, en Vendée. D'accord, il faisait quand même très chaud. Il faisait extrêmement chaud. Ouais. Et comment est née cette passion pour le journalisme? Pour le journalisme. Après, comment vous êtes passé des fours à pizza au banc de l'école de journalisme? J'ai plus l'habitude, moi, d'être dans votre rôle. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'être connecté à plein de réalités différentes. Et je trouve qu'on a un métier passionnant de ce point de vue-là. C'est-à-dire que par les questions et la démarche qu'on a de s'intéresser à l'autre, la simple curiosité, et on s'enrichit en fait d'un parcours différent, d'une situation différente. On apprend à regarder le monde un peu différemment et on n'en sort que plus riche. Et puis en même temps, j'avais pas forcément moi de talent. Il y a rien que je sache faire exactement. Et donc laisser parler les autres, ça m'allait bien par rapport à ça. C'est un moyen d'être curieux et de satisfaire ça. Et alors maintenant que vous y êtes dans ce métier et que vous y êtes bien installé, Sébastien, est-ce qu'il y a une ambition, est-ce qu'il y a un objectif, un plan de carrière? Où est-ce que vous voyez dans 10 ans, par exemple? Non, j'en sais rien du tout. Rien du tout? Vraiment. Mais vous avez des buts, des envies, des choses? Franchement, en septembre, je voudrais que ce rendez-vous se soit installé et qu'on continue à le faire progresser. Et au-delà, mais je suis incapable de vous répondre. Incapable. Il n'y a pas de vraie ambition assumée, comme par exemple Julien Bugier, qui était venu sur ce plateau, qui était le remplaçant de David Pujadas. Quand Anne-Sophie Lapix a été nommée, il a dit oui, ça aurait pu être moi, j'aspire à ce poste de numéro 1, qu'il a aujourd'hui d'ailleurs avec le Trésor. Mais, oui, non, là-dessus, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parcours fait d'opportunités qui s'ouvrent et tout. Je trouve que c'est mieux, enfin en tout cas ça me correspond mieux, d'ouvrir les portes quand elles se présentent à vous. Vous ne mettez pas de pression, quoi. Ah non, et peut-être que dans 10 ans, je serai plus journaliste. On a le droit d'avoir plusieurs vies aussi. Bien sûr. Là-dessus, je ne sais pas si vous arrivez à vous projeter aussi comme ça. On a des rêves, mais on a des rêves. On peut les garder pour nous aussi. Sarah, une petite dernière. Une petite dernière. Oui, présenter un divertissement. Est-ce que ça vous plairait sortir de l'info, quoi. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si je saurais faire, parce que c'est une vraie capacité. J'ai la chance de travailler, jusqu'à encore récemment, avec Samuel Etienne, qui a cette double casquette. Irréprochable sur l'info. De jeu et présentateur d'info. C'est un des seuls d'ailleurs à la télé. Hein. Mais c'est vraiment deux choses différentes. Il faut une concentration à tout à fois, un sens de la répartie, ça j'admire. L'improvisation aussi. Et donc ça c'est important. Donc je suis pas sûr que je sois le plus qualifié. Entre un Nagui et un Ruquier, il y a aussi de la marge. Ruquier fait plus du talk, ce genre de choses. Vous qui aimez interviewer les gens, ça pourrait vous plaire? Moi, je fais le podcast, par exemple, ça me plaît vachement. Ouais. J'ai lancé un podcast comme ça où on interviewe les gens, un peu côté maïotique, éventuellement, ça, oui. Mais ça reste finalement d'une forme de journalisme. Et du journaliste, effectivement. Vous restez avec nous, Sébastien Thomas, c'est l'heure de notre dernière rubrique pour le meilleur et pour le pire. Comme dans le mariage, pour le meilleur et pour le pire, c'est un peu l'heure du bilan, même si votre carrière, elle, ne fait que commencer. Si je vous demande aujourd'hui, là, à date, le meilleur souvenir ou le plus grand souvenir que vous gardez de votre carrière de journaliste? Je pense que c'est la tempête Xynthia. Oui. Donc c'est un souvenir un peu dramatique, mais c'est un moment aussi, et c'est pas d'ailleurs... Parce que vous avez vécu professionnellement, oui, effectivement. Oui, parce que je travaillais à France 3 Pays de la Loire, c'est cette tempête qui, en février 2010, fait presque 30 morts en Vendée, et nous, on arrive sur place tout de suite, et en fait... À quel point, on voit que tout peut s'effondrer très très vite, c'est-à-dire plus d'électricité, plus de réseau téléphonique, et à quel point, la solidarité se met en place et que chacun a un rôle à jouer. Et à la lumière de ce genre d'événements qui sont tragiques, il y a toujours l'autre revers de la médaille. Et on le voit à Marseille encore récemment, et on le voit à chaque fois qu'il y a une catastrophe. Et on a aussi la possibilité de s'inspirer de ça en se disant tout n'est pas perdu en fait. On a des ressorts qu'on ne soupçonne même pas. Donc la tempête Xynthia, ça a été un souvenir fort de ce point de vue-là. Et après le meilleur, quel est votre pire souvenir de carrière? Peut-être une galère de reportage? Un moment gênant, embarrassant, oui. De honte. Alors le pire, alors c'était lequel? Si on doit les classer. C'est, là, je sais pas. Il n'y a pas un moment gênant. C'est parfois un mot qui sort pas comme on voudrait, ou je sais pas finir une phrase, ou
Problème technique horrible ou qui vous plante. Problème technique, j'ai eu la chance de d'y Vous êtes échapper. passé au Ou une travers. vague. Parfois, les présentateurs météo, ils sont en plein direct duplex. Et puis, c'est arrivé à Fanny Agostini Oui. de se prendre Oui, une oui, vague. absolument, ça arrive, ça arrive. Pas vous. Bah non, On n'a pas ça dans les j'ai pas, en fait, j'ai dossiers. pas eu la catastrophe, mais c'est et après, ce qui est bien, c'est quand les gens s'en rendent pas compte. Ah. Ouais. Il y a plein de trucs que vous n'avez jamais vus et d'une certaine manière, c'est cool. Est-ce que vous avez des modèles dans ce métier? Alors, j'aime beaucoup Laurent Delahousse. Ouais. J'aimais beaucoup Jean-Pierre Pernaut. Ça peut faire sourire, mais dans sa manière d'être sans prompteur, d'être à l'aise dans la manière dont il racontait les choses. Oui. Et Laurent Delahousse, je On trouve rappelle que- qu'on fait comme Jean-Pierre Pernaut ici au Buzz. Oui, on n'a pas de prompteur. Ouais. Vous avez vu, Et on- pas Laurent- d'oreillette. Et Laurent Delahousse, je ne sais pas si vous avez remarqué, il le fait moins, mais je Ouais. trouve que quand il avait inventé la question Colombo. Ah, c'est vrai qu'il ne l'a fait plus. Ouais. Vous voyez de quoi je parle? Oui, Oui, oui. ouais, ouais, Celle où bien il se sûr. met comme ça et il commence Voilà. à réfléchir. Non, la question Une Colombo, Non, c'est un c'est- concept que j'ai inventé. Donc c'est pour ça que normalement vous ne pouvez pas me le piquer. C'est, je vous dis au revoir. Merci beaucoup Sarah Lecoeuf d'avoir participé à notre interview. Je fais la suite du conducteur et je reviens. Au fait, ça vous intéresse la présidence de la République? Ah oui. Ouais, c'est ça. C'est C'est bon, comme ça. Colombo C'est sort ça. de la pièce. Ah, j'avais oublié. Au fait, monsieur, j'avais oublié de Et en vous fait, demander, ça, il le c'est faisait avant. Ouais. Je trouvais ça hyper malin. Ouais, Ou comme ses entrées d'interview aussi. Ouais. Un jour, il interview Giscard, il fait d'ailleurs, monsieur le président, ça vous embête peut-être, on vous appelle monsieur le président et tout ça. ouais, c'est D'accord. les questions Façon d'à Colombo. côté. Les questions d'à côté. Et enfin, peut-être la mèche aussi, il y a peut-être un hommage, non? Alors- Je pense que Laurent Delahousse est mieux habillé que Peter Falk, hein, à mon Ouais, avis. il est mieux coiffé que moi aussi, je pense. C'est sûr. Merci Sébastien Thomas d'avoir été avec nous. On arrive à la fin évidemment de ce Buzz TV. On retrouve sur France 3 dans le journal Météo Climat tous les soirs. Et nous, Sarah, on sera là demain. On sera là à demain l'heure, comme d'habitude. avec une comédienne que vous adorez depuis des années dans Candice Renoir sur France 2. Il s'agit de Cécile Bois qui sera à votre place, Sébastien, Candice demain. Renoir, non, c'est autre chose. Et elle vient pour une autre fiction qu'elle nous dévoilera. Et que vous découvrirez dès demain pour le Buzz TV. Excellente journée à toutes et à tous. Et merci encore de votre fidélité.